Messieurs, dames, à toutes et à tous, merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur deux thématiques. Nous allons d'abord parler du processus de Luanda. Est-ce que le gouvernement devrait privilégier ce processus comme moyen de pacifier totalement l'Est de la République démocratique du Congo, du moins le départ des troupes du M23 et des troupes rwandaises? Mesdames et messieurs, nous parlons également de la Constitution et de certains articles qui font mouche, certains articles de souveraineté, certains articles qui divisent même les professeurs d'université. On a suivi le professeur Kabamba, on a suivi le professeur Mampouya, on a suivi plusieurs personnalités qui ont participé notamment à l'élaboration de cette constitution, notamment le professeur Bochab. C'est vrai, ils ne disent pas tous la même chose, mais les idées semblent parfois diverger, parfois converger. Quelle est la vérité par rapport à cette constitution? Quelle est l'implication de ce que ceux qui sont venus du Rwanda et de l'Ouganda à Kinshasa ont eu comme apport, incidence? Merci de faire confiance à cette émission Grande Tribune. Nous recevons les grandes, pas les grandes, mais les grosses plumes de la ville de Kinshasa, même du pays. L'émission va être donc orientée dans ce sens-là. Deux éminences grises sur ce plateau. Par ordre d'arrivée, Monsieur Pascal Ondié, qu'on retrouve après plusieurs mois. Nos téléspectateurs, je crois qu'ils ont été très contents de vous retrouver sur ce plateau, un peu plusieurs mois. Vous allez certainement vous expliquer pourquoi. Ça fait longtemps que vous ne passez plus dans cette émission. Bonjour, Monsieur Pascal Ondié. Bonjour, Monsieur Dan. Bonjour à nos différents téléspectateurs, habitués à nous suivre à chaque fois que vous aviez besoin de nous autres. Et comme vous l'avez dit, vous avez constaté qu'on était un peu absent parce que dans la vie, parfois, il faut savoir prendre le temps de repli et puis réfléchir autrement. Mais je m'engageais à autre chose, ce qui a fait que je sois plus à l'intérieur de notre pays. Il fallait découvrir aussi l'intérieur parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. Et voilà, c'est ce qui a fait que je ne sois pas avec vous. Mais parce qu'au début, quand vous me confiez la parole, je pense qu'il faut profiter maintenant, aborder une question qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est aussi maintenant le relancement d'un centre qui était pratiquement mourant. Ce centre, c'est le centre congolais de lutte anti-mine. Aujourd'hui coordonné par Emmanuel Lukinou. Je dis bravo, bravo, parce que si ailleurs on parle de détournements, si aujourd'hui il y a des procès qui sont organisés, parce qu'il y a eu des détournements, si aujourd'hui on organise les états généraux, parce que la justice ne fonctionne pas bien par rapport surtout à ces détourneurs-là, mais dans le cas d'espèce ici, il y a une gestion qui se distingue. Je me suis dit, ça c'est extraordinaire. À quel niveau? La valorisation d'abord du personnel qui hier était méconnaissable, la valorisation, sinon l'amélioration des conditions de travail. Le personnel n'avait pas de bureau hier, aujourd'hui il a pensé trouver des bureaux. Non, là c'est dans le cadre de CCLAM, okay, avec Emmanuel Lekino. La bonne vente de l'image de notre pays, lorsqu'on représente le pays à l'extérieur, vous savez, nous sommes un pays en guerre, beaucoup de bombes sont larguées par-ci par-là. Il faut alors des techniciens pour déminer les bombes qui sont larguées par-ci par-là. Et cette vente, c'est bien fait. Et aussi l'installation des coordinations de cela, mais dans les zones à haut risque, et ce qui n'était pas le cas hier. Et le tout, je me suis dit, voilà des gens, on ne manque pas de gens qui se distinguent. Et je me suis dit, j'ai pris l'engagement de le défendre comme tel, parce que, en tout cas à ce jour, j'ai l'impression que le chef de l'État manque des gens sincères, capables de pouvoir transformer à un certain niveau, en tout cas sa pensée à l'essentiel revendiqué par la population. Merci bien, Monsieur Pascal Ondje, de reprendre avec nous dans Grande Tribune. Alors, il est habitué, hein, lui, depuis un moment, Monsieur Thierry Moukelekele, qui est également une grosse. Mais j'ai manqué de saluer mon ami de tous les jours, Thierry. En tout cas, merci. Même lui aussi me réclamait. Je recevais des messages de Thierry, là où j'étais. Mais Pascal, tu es où? Parfois, je les mentais, parfois, je disais la vérité. Mais voilà, on s'est retrouvés la fois passée. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons. Merci. Merci bien, Monsieur Pascal Ondje. Monsieur Thierry Moukelekele, merci également de nous honorer à chaque fois. Par vos analyses également. Merci. Bon, bienvenue dans ce Grande Tribune. Merci bien. Tout le plaisir est pour moi, comme Pascal l'a dit, de se retrouver à une table d'échange. Oui, c'est pas un débat. Et oui, avec Pascal, nous échangeons très souvent. Et
en tant que professionnel des médias, de la presse et du journalisme, parce que nous sommes dans les médias, nous sommes dans la presse et nous faisons le journalisme. Lui, je connais sa capacité. Un ancien candidat, il a oublié de mentionner. Dans ses escapades, il était candidat dans son Sankuru natal. Alors, non, j'étais candidat sur place ici, c'était sur place ici. Ah oui, c'était sur place ici, mais il a fait des intérieurs Voilà. où il nous a sorti des problèmes qui sont presque partout dans le pays. Hein. La misère et tout et tout. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est toujours mon combat habituel, la justice. Et je suis heureux, malgré que le protocole qui a organisé ces états généraux n'a pas fait vraiment grand cas à notre espace. Hein, en tant que chroniqueur politique, il y a des chroniqueurs dans d'autres domaines qui font la justice. Je suis certaines émissions. La musique aussi, oui. Ouais, mais pour le cadre du ministère de la Justice, il fallait qu'il associe, vous les chroniqueurs politiques, les chroniqueurs du droit judiciaire. Je suis 2-3 chaînes de télé qui n'ont pour émission que le droit, qui invitent des magistrats, des avocats. Ce sont ce genre de personnes qui devaient accompagner ces travaux, les états généraux, parce que eux, ils ont la capacité communicationnelle de transmettre ou de retransmettre les états généraux. Alors, quand vous prenez les attachés de presse, vous prenez tout le monde, il risque d'y avoir seulement des informations et non une éducation par rapport au droit et un message appuyé sur les états généraux. Vous comprenez? Parce que si on informe qu'il y a états généraux, les gens qui peuvent traiter ces états généraux, c'est nous. La presse, oui. Ouais, parce que vous êtes chroniqueur politique, nous sommes dans le polyglots, hein, nous sommes dans tout, nous touchons à tout, et nous connaissons les questions de droit et des domaines judiciaires. J'ai fait de la prison, j'ai rencontré beaucoup de condamnés. J'ai quand même une expertise sur les mauvaises condamnations, les fausses condamnations. Il y a des détentions irrégulières et tout et tout. Donc, si on avait bien fait le protocole, parmi nous trois, nous devrions avoir même un comme attaché ou je sais pas quoi, pour que nous leur fassions un grand travail. Parce que je me souviens avec Pascal, sur d'autres plateaux, nous nous sommes battus pour cette justice. Et non pour l'individu qui anime la justice, mais pour que et le Congolais et l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef de l'État, fassent attention à ce qui se passe au niveau de la justice. Et je crois sur ton plateau, nous avons essayé d'orienter le conflit entre le magistrat et le ministère. Donc moi, ça me fait un peu de la peine. Comme vous ne soyez pas associés. Oui, il fallait qu'on nous associe. Mais ça ne va pas nous déranger. Dès qu'ils vont terminer, nous pensons que comme nous avons WhatsApp, Internet, il y aura sûrement des conclusions sur PDF, sur quoi nous pouvons surfer et aider l'autorité et aider la population à avoir un peu confiance. Peut-être après les états généraux, on aura un changement de la justice et surtout le cas des prisonniers. Cas des prisonniers. Oui, que ça soit en Ndolo, à Makala, dans le Kasaï profond, où le ministre est passé, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, oui. Vraiment. Mais on peut rappeler un fait. Parce qu'on ne donne pas l'impression que c'est la première fois qu'on organise les États généraux. Tout à fait. En 2015, avec Alexis Tambwe-Mwamba, on a organisé, on a ressorti même des résolutions, 350 au total. Voilà. Sur les 350, on dit aujourd'hui, ces centaines qui ont été appliquées et les 200 autres, rien du tout. C'est quoi le problème en réalité? Moi, j'ai ciblé le problème à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le non
ou la non-prise en charge normale des magistrats par le paiement conséquent. Oui. Parce qu'il faut les sécuriser face à la corruption. Deuxième raison, c'est la politisation dans le recrutement. Oui. Et là, on ne tient pas compte de probité morale, mais encore de l'intelligence. Et on se partage même le quota. Les responsables, les ministres se partagent les quotas. Moi, j'aurai au moins 4, moi, j'aurai 10, l'autre 20, ainsi de suite. Et vous vous rendez en fait compte, les compétents sont écartés. Et on sort comme ayant satisfait au test. C'est les incompétents, parce que simplement, ils sortent maintenant des quotas répartis. Et de ce point de vue, on ne peut pas, par après, regretter de l'administration de la justice. Donc, si on met l'accent sur cet aspect des choses à l'époque, Alexis, à un moment, m'avait parlé de 3 V. V, le premier V, veste, voiture et villa. Pourquoi? Parce que simplement, ayant étudié, parce que ne devient pas magistrat n'importe qui. Il faut avoir fait de belles études en droit, supposons. Beaucoup étudié. Grand monsieur de la société, mais mal payé, dans les conditions difficiles. Imaginez qu'il soit même locataire, parce que simplement l'État ne sait pas le payer. C'est déjà un problème. Pour combler ce vide, ils sont facilement tentés. Alors maintenant, l'État devrait comprendre. Pour éviter cela, pour qu'on ait une bonne administration, pour qu'on évite la corruption, il faut sécuriser le magistrat par un bon paiement et dans le recrutement, tenir compte des 2 conditions que j'ai avancées, la probité morale et l'intelligence, et bannir maintenant cette pratique de répartition des quotas qui ne favorise pas le choix des meilleurs. Est-ce que vous avez juste un petit mot par rapport aux états généraux qui sont ils sont ouverts aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être comme déclic en dehors de ce que vous dites pour justement changer? Parce que les secteurs est tellement vaste, tellement large. Vous pensez que ça va se limiter simplement à la magistrature, la prise en charge des magistrats, le bon paiement, les recrutements? Est-ce que ce sont les éléments primordiaux? Bon, chaque secteur peut organiser ses états généraux. Mais ici, c'est un secteur précis, la justice. Mais il faut comprendre que tout part de la justice pour réguler les autres secteurs. Et si, en justice, le fonctionnement n'est pas conséquent, ailleurs, il n'y aura pas bon fonctionnement aussi. Voilà pourquoi il faut partir de la justice. Donc, il faut encourager cela. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte comment on a mené le combat contre le ministre. Parce que lorsqu'il a dit qu'il faut bancariser maintenant les frais, que les greffiers ne touchent plus l'argent, et les magistrats, parce qu'ils savent, les hauts magistrats, ils savent que c'est là qu'ils gagnent quelque chose, mais comment ce monsieur est arrivé, il commence à nous priver de nos avantages et tout ça, on l'a mené le combat. Et pourquoi? Parce qu'ils savent en même temps qu'ils ne sont pas bien payés. L'État a une part de responsabilité, les magistrats également ont une part de responsabilité, les politiques ont une part de responsabilité. Mais dans tout ça, qui paie le prix? C'est la population. Voyez-vous? Alors maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse pour que de telles pratiques ne se fassent pas. À l'intérieur, quand vous allez, mais c'est pire. Un magistrat arrive, il n'a pas un bureau, il n'a pas une maison où loger, il n'a pas un moyen de déplacement, mais il doit dire le droit. Mais allez-y comprendre quand même. Dans un territoire où il n'a pas un abri, il n'a pas un déplacement. Et puis, pour paraphraser Pascal, peut-être qu'on va chuter là-bas. Vous savez que les magistrats qui sont venus de l'intérieur, je me pose des questions si c'est l'État ou le Conseil supérieur de la magistrature qui les a pris en charge par rapport à ce que Pascal dit. Je doute un peu. Voilà, dans tout ça, dans toute cette organisation, il faudrait qu'on voie cet aspect de choses. Ça dit que la prise en charge du magistrat est la condition sine qua non pour avoir un bon magistrat. Les moutons noirs auxquels Pascal fait allusion, c'est les gens. Même dans l'armée aujourd'hui, même dans la police, il y a des quotas. Quelqu'un n'a pas fait le droit, mais il se retrouve magistrat. Il se retrouve magistrat. Comment ça? Et vous avez vu les jeunes gens, nos enfants d'ailleurs, parce que plusieurs, ils sont presque de la génération de ma fille aînée, qui passaient nuit dehors à même les sols, parce que le chef de l'État les a reconnus comme magistrats. Mais on ne sait pas les orienter, on ne sait quoi faire, et d'autres se sont retrouvés au cachot parce qu'ils revendiquaient. La police a arrêté des probables magistrats dans leurs revendications. D'où la politique dans le système de télescopage doit s'écarter. Et la politisation de nos procès rendent les magistrats faibles et le juge n'est pas
compétent de sa conviction. Parce que le jugement, après que tout le monde ait parlé, maintenant c'est lui le juge. C'est ce que dit la loi. Dans sa conviction, il dit que non, Pascal n'a rien fait. Dans tout ce qu'on a raconté de part et d'autre. Mais aujourd'hui, le juge n'est pas comme ça. On a vu dans des dossiers, tels que le pasteur Mulunda, on a vu dans des dossiers où le juge quitte l'audience, il va répondre au téléphone, parce qu'on l'a signalé, on a signalé ailleurs que non, la manière dont le juge est en train de mener le procès Mulunda, ça ne va pas. On suspend l'audience, il va, il répond, il revient, et finalement, Mulunda sera condamné, et puis il va renvoyer son dossier à la Cour de cassation, et il s'est retrouvé... Mais justement, c'est ce que M. Pascal dit. Peut-être que les mettre à l'abri des moyens, à l'abri du besoin. Des moyens, oui, et les laisser libres. La justice, et les justices aussi pour les magistrats, non pas seulement pour les justiciables. C'est la justice pour tous les Congolais. Donc, on ne dit pas que non, Bangonde Bazobe dit sa justice. Non, est-ce que vous leur rendez la justice, ces magistrats-là? Donc, c'est ça le problème voilà. aussi. Merci bien. On espère que vraiment on aura des solutions qui seront appliquées, que la justice va être guérie, parce qu'elle est malade, selon le président de la République. Alors, on va prendre maintenant la thématique sur le processus de Luanda. Le processus de Luanda qui a commencé il y a très longtemps. Il y a eu même la 5e réunion. Il y a eu des engagements pris de part et d'autre, mais qui ne sont pas interprétés de la même manière, que ce soit qu'on soit rwandais ou qu'on soit congolais, ou même qu'on soit médiateur. Parce que le médiateur a dénoncé le fait que le cessez-le-feu a été violé par les M23. Est-ce que les M23 font partie de ce processus? Sont-ils concernés par ce processus? D'où le Rwanda dit qu'il faut négocier directement avec eux. Est-ce un jeu de dupes? Est-ce une messe inutile? Peut-on vraiment espérer que par ce processus de Luanda, la République démocratique du Congo puisse recouvrer la paix dans tous les territoires qui sont en insécurité? Je ne crois pas trop, mon point de vue. Je ne crois pas trop parce que j'ai eu l'impression qu'on n'a pas eu des aguerris lorsqu'on discutait à Luanda. Je ne suis pas là pour mettre en cause les compétences de la ministre des Affaires étrangères. Mais j'avais bien voulu qu'on ait des gens qui comprennent aussi très normalement d'où provient cette question. Et lorsqu'ils parlent, c'est avec engagement et au besoin faire même peur à l'autre. Mais sinon persuader l'autre. J'ai eu l'impression comme si on discutait comme si nous n'étions pas agressés. Parce que le Rwanda a multiplié beaucoup de prétextes dans ses discours. À un moment, le Rwanda ne reconnaissait pas ses militaires sur le sol congolais, mais curieusement, avait accepté d'échanger avec la République démocratique du Congo à Luanda. C'est une contradiction. Parce que le Rwanda avait dit, si le Congo reconnaît qu'il y a des militaires rwandais, c'est aux Congolais de les arrêter et les transférer au gouvernement rwandais, parce que le gouvernement rwandais ne reconnaît pas avoir envoyé les militaires rwandais sur le sol congolais. C'est l'argument qui a été avancé. Mais comment si c'est cela, vous acceptez alors échanger avec nous? L'autre côté, c'est Kagame qui va dire non, c'est un problème congolais, un problème congolo-congolais. Ça n'a rien à voir. Et ce sont les Congolais qui revendiquent leurs droits parce qu'ils voudraient rentrer, et il va passer sur France 24 pour vous dire, il hébergeait au moins 100 000 tout Congolais qui voudraient maintenant rentrer. Et c'est dans les entrefaits que certains parmi eux prennent les armes pour revendiquer leurs droits. Et on nous dit, vous ne pouvez pas maintenant empêcher à quelqu'un qui, c'est 100 Congolais, voudrait maintenant être rétabli dans ses droits, de réclamer ses droits. Et c'est dans ce cafouillage. Et il va plus loin pour dire, le nombre qui est chez moi au Rwanda, c'est x3 en Ouganda. Ça veut dire qu'en Ouganda, il y avait au moins 300 000 Tutsis Congolais. Donc ce sont ceux-là qui font la guerre sur la RDC et ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Mais c'était une stratégie énorme. J'avais dit à son temps, le Rwanda nous a mis la corde au cou. À quel niveau? À quel niveau? Comment parvenions-nous à démontrer que ceux qui sont là ne sont pas Rwandais, ne sont pas Congolais, sont des Rwandais? À partir du moment où... Sur le terrain. Oui. À partir du moment où nous n'avons ni identité,
difficile de retracer. C'est un pays extraordinaire et exceptionnel. Ici, on peut se promener. Vous pouvez sortir d'ici, on vous demande si vous êtes Congolais. Vous n'avez pas une pièce à exhiber. Ça, c'est un pays extraordinaire. N'importe qui peut venir, peut se réclamer Congolais. Vous êtes obligé de l'accepter parce qu'il n'y a pas autre document opposable. Mais je termine. Et donc, c'est cela qui nous met dans un état de complexité. Et nous échangeons avec le Rwanda, nous échangeons à Luanda. Ils ont compris notre faiblesse. Nous, naïfs que nous sommes, nous allons accepter, en tout cas, de faire le FDLR, alors qu'à ma connaissance, le FDLR en question, il n'existe que des noms. Et de l'autre côté, ils vont accepter cette fois-là aussi que les militaires rwandais, qui au départ ils avaient refusé leur existence, se retirent maintenant des lignes de front. Et c'est là où je dis nous sommes naïfs. Parce qu'il faut faire le recul des textes que nous avons signés. Dan. Monsieur Pascal, il faut que, peut-être j'aimerais que vous soyez un peu plus précis. Vous dites qu'ils sont au Congo, vous dites dans la fois qu'ils doivent se retirer des lignes de front. Ça, c'est eux. Ces militaires, ils sont où exactement, ces militaires rwandais? Ils sont au Congo ou ils sont pas là? Mais l'OM23 qui vous fait la guerre, c'est les militaires rwandais. C'est les militaires rwandais. C'est les militaires rwandais qui sont là. Il n'y a pas à démontrer, c'est les militaires rwandais. Mais simplement, nous devons comprendre que le prétexte qu'on avance aujourd'hui, nous ne serons pas à mesure de trouver, d'identifier les FDLR en question. C'est l'argument trouvé depuis toujours par Paul Kagame pour justifier la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Non. Nous avons, excusez, ce n'est pas la première fois, avec Joseph Kabila, je dois vous rappeler, en 2009, nous avons mutualisé les efforts avec le Rwanda. Nkunda Batware, il était le président de CNDP. Le président actuel à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, était président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on mutualise les efforts avec le Rwanda, sans que le président de l'Assemblée nationale ne soit informé, qui sera informé par Nkunda Batware? Et voilà, c'est ce qui a fait que l'attente entre Kamerhe et Kabila ne soit plus au beau fixe. Ce n'est pas la première fois qu'on mutualise les efforts, où on cherche à défaire ce M23, enfin ce FDLR. Mais il faut rappeler que à l'entrée d'AFDEL, on a massacré beaucoup d'FDLR. Le RCD est resté là-bas pendant plus de 3 ans. Toutes les guerres qui se sont suivies par après, c'est dans cet espace-là, et ils les ont ciblés. Donc, alors, tout ce qui s'est fait sur le FDLR, il faut comprendre que c'est un prétexte. Alors, nous sommes naïfs, on est tombé là-dedans, et vous allez voir, même l'arrivée du ministre des Affaires étrangères rwandais, c'est un peu avec satisfaction. Parce que maintenant, nous allons échouer à défaire les FDLR parce qu'ils ne sont pas là, et ils vont nous dire, ben voilà, c'est par leur mauvaise volonté. On n'aura pas un autre argument pertinent par après. La ministre des Affaires étrangères congolaise plutôt, Madame Thérèse Wagner, Kaikomba Wagner, qui dit que le Rwanda n'est pas sincère dans sa prise de parole. Il y a contradiction entre ce que le Rwanda consigne sur papier et les déclarations médiatiques. Il y a une contradiction totale entre ce que le Rwanda dit et ce qui est consigné dans les décisions et les engagements. À quel niveau le Rwanda se contredit? Est-ce que vous décelez cette contradiction dans le chef du Rwanda? J'ai dit ici, oui. Là je parle lentement pour que les gens comprennent. J'ai bien dit ici que dans leur déclaration, à un moment ils ont dit qu'ils n'ont pas de militaires rwandais sur le sol congolais. Mais en même temps, ils discutaient avec les Congolais à Luanda sur cette question des guerres. C'est une contradiction. Sinon, ils allaient refuser d'échanger à Luanda parce qu'ils n'ont pas présence des militaires sur le sol congolais. Le fait qu'ils acceptent... Le fait d'accepter échanger est un élément... C'est une acceptation tacite de la présence rwandaise sur le sol congolais. Mais pourquoi ils demandent à ce qu'on négocie avec la M23 directement, en même temps le ministre des Affaires étrangères? Mais le M23, c'est le Rwanda. Ça veut dire négocier avec eux. En d'autres termes, simplement parce que je vous ai toujours parlé dans le passé ici, Dan. Il y a des textes que nous avons signés dans le passé. Voilà la raison de plus. Donc vous demanderez au gouvernement de se retirer de ce processus carrément, parce que vous ne pensez pas qu'il... Je ne pense pas qu'on aura une suite favorable. Gain de cause.
Merci bien, monsieur Au Pascal. moins que les décideurs du monde, du fait maintenant que les démocrates soient partis, maintenant c'est les républicains, même si la politique étrangère des États-Unis reste intacte, mais il faut dire au moins que les démocrates avaient de très bonnes relations avec les différents lobbying rwandais. Maintenant, avec la politique Trump, qui voudrait que les États à travers le monde se prennent en charge, il ne faudrait pas que les États-Unis portent tout le poids. Et la conséquence, vous verrez que la puissance des États-Unis risquerait maintenant d'effondrer. Donc, s'il reste dans cette lignée-là, c'est à ce moment-là que ce qui est pensé par le Rwanda peut connaître un blocage de matérialisation. Merci bien, M. Pascal Londje. M. Thierry Mukile, je vous passe également la même parole. La même question aussi. Est-ce que vous pensez que ce processus de Rwanda peut aboutir à la pacification de l'Est du pays? Bon, je crois que nous avons souvent évoqué cette question. Et voilà, je n'ai pas été avec Pascal sur un plateau avec cette matière, mais vous avez suivi. Il a commencé par la question identitaire. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un plateau qui était très chaud ici, où j'ai parlé de la question identitaire. Pascal est revenu sur la problématique de ceux-là qui représentent le pays. Vous amenez des gens face à James Kabarebe, qui connaît le pays depuis plus de 27 ans. Qui connaît la RDC depuis plus de 27 ans. James Kabarebe connaît même les ruelles et les ruisseaux d'eau dans le Kasaï profond, dans le Katanga profond. Ne parlons pas de l'ouest du pays. Et vous lui présentez des gens qui sont à peine de maîtriser d'abord Kinshasa. Il n'y a pas match. Et nous avons insisté auprès du chef de l'État. Il n'a pas besoin d'engager tout le monde. Mais il a besoin d'une expertise. Quel peut être l'impact de ce casting? L'impact de ce casting, c'est-à-dire quand les interlocuteurs rwandais verront des interlocuteurs congolais qui les connaissent mieux pendant l'évolution des guéguerres entre le Congo et le Rwanda, ils ne tiendront pas ce genre de langage. Je vous dis que quand Mouzé est arrivé, il a récupéré les anciens de SNIP, hein, l'AND, les services des renseignements à l'époque du maréchal, même s'ils n'étaient pas connus publiquement, mais nous qui traitions les questions sécuritaires, nous avons vu Mouzé approcher ces experts en renseignement. Et Mouzé est venu ou a créé des gens dans le renseignement, des gens capables et qui ont fait un grand travail, qui sont vivants. Jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas si vieux. D'autres qui sont dans le pays, d'autres qui sont à l'étranger. Il y a le vieux Maloba. Nous les connaissons. Il y a le vieux Leta. Je ne sais pas s'il est en vie. Il y a Moulongo Senga John, qui ont une expertise des affaires intérieures du pays et des affaires extérieures. Ça, c'est le renseignement. Ce qui se passe à l'Est appartient aux affaires intérieures et aux affaires internes dans le ministère des Affaires intérieures. Avant que le renseignement militaire n'agisse et tout, mais au niveau du ministère des Affaires intérieures, il fallait avoir cette expertise, cette main. Et ces gens ont participé même à l'élaboration ou à la constitution de la sécurité de notre CENI. Mais ça ne va pas déranger, monsieur? Non, ça ne va pas déranger. Parce que ces mêmes personnes-là sont accusées d'avoir, avec le président Kabila, d'avoir vendu le pays. Il y a des accords qui ont été signés. C'est ça le mal. Doit-on faire confiance? Eux, ils ne font pas partie des Tutsis congolais. Moulongo, il est du Katanga. Maloba, il est du Katanga. L'État, je crois qu'il est... Mais Chibanda, il est du Kasaï. Il est du Kasaï. Il y a l'autre vieux là qui était au mécanisme de suivi.
Toumba Luaba, il y a François Mwamba. François Mwamba. Donc, ce ne sont pas des gens que le président est obligé de nommer. Mais ce sont des gens... Est-ce qu'ils sont crédibles? C'est ça le problème. Parce qu'ils Mais ont travaillé avec un gouvernement qui est accusé de beaucoup de mots quand même. Écoutez, c'est ça le mal. Dans le renseignement, l'ennemi est ton meilleur allié. Celui que tu prétends être ton ennemi, c'est ton meilleur allié. Kabila est passé, Kabila connaît ce qui s'est passé. Pascal, je vous ai dit que nous avons de l'expertise. Pascal vous a renvoyé dans l'histoire de Kunda Batware. Voyez-vous? Kunda Batware, c'est un fils qui est à cheval, qui est né au Congo, qui a des parents aussi au Rwanda, c'est-à-dire les grands-parents. Donc, il a une partie des parents au Congo, une partie des parents au Rwanda. Il est rwando-congolais. Oui, comme ceux-là qui sont congolo-brazzavillois et quinois. Parce qu'il y a un parent qui est de Brazzaville et l'autre ici en Centrafrique, en Angola. Hein? Quand vous êtes vers Matadi-Kibala, beaucoup de Quinois sont des fois angolais et tantôt. Quand il y a vote en Angola, ils vont voter et puis ils rentrent chez nous. Vous connaissez Matadi-Kibala, Matadi-Mayo. Il y a des Congolais comme ça. Et quand il y a même campagne, vous verrez, quand vous voyez beaucoup de polo MPLA au Congo, ce sont nos frères congolo-angolais. Il faut connaître la géostratégie de la sous-région pour faire avancer. Alors, la question identitaire, je reviens parce que Pascal en a fait allusion. Il faut identifier les Tutsis congolais. Si nous refusons cette question-là, ça va nous prendre par le cou. Pourquoi? Parce que les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais, ce sont ceux-là que Pascal a dit, Kagame a dit que ce sont des Congolais qui revendiquent leur droit au Congo. Donc, vous n'allez pas arrêter les M23. Non. Le gouvernement doit créer un processus qui a existé un peu avant, qui s'appelle le désarmement. Ça dit qu'il faut faire l'identification de ces gens-là, les désarmer et les conduire dans un processus. Soit ceux-là qui sont jeunes, ils rejoignent l'armée. Ceux-là qui ont déjà pris comment on va le faire? Parce qu'ils ils ont pris les armes, ils ont pris les entités, les territoriales, ils exploitent les minerais, ils se font de l'argent. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins quand même un peu... Qui a créé qui a créé ce monstre? Il faut négocier avec eux. Qui a créé ce monstre? La légende de Golem, je ne sais pas si tu as déjà lu, ou Pascal. La légende de Golem nous dit ceci. Le créateur fait une créature et commence à éduquer sa créature. Et un moment, dans l'éducation, le créateur veut enlever ce qu'il a mis dans la créature. Et la créature échappe le créateur. Donc, pour que le créateur récupère sa créature, il faudrait que le créateur parle à sa créature, ce dont la créature a toujours compris pendant la création. C'est ça la légende de Golem. Le M23, c'est un produit des Congolais qui ont travaillé avec le Rwanda. C'est un produit congolais. C'est un produit des Congolais. Beaucoup vont vous... Non, je connais, je lis souvent Congo Buzz quand Mukelekele intervient. Mais je donne une expertise pour l'identification. Parce que Luanda ne va pas nous donner... c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. On nous a promis ici en 2022, fin 2022, que la SADC venait. Ça mais produit il y a quelques militaires. Oui, mais les quelques militaires, même les militaires que Kabila avait laissés de la SADC, ça produit quoi? Non. Merci bien. Je chute en disant ceci. Oui. Nous avons une expertise sur la reddition de Gédéon, Kyungu Mutanga. Parce qu'on disait que c'est un sécessionniste, c'est un séparatiste, c'est un indépendantiste et tout et tout. Nous avons pénétré en tant que journaliste d'investigation. Nous avons trouvé autre chose. Que Gédéon, c'est un ancien de la force ou des forces d'autodéfense populaires qui se sont battus contre l'avancée des Rwandais dans la profondeur du Katanga. C'est-à-dire que les Gédéons, les Bakatakatanga que vous appelez aujourd'hui,
c'est une créature du gouvernement qui avait aidé le gouvernement en son temps. Et quand il y a eu la paix, on n'a pas bien organisé le désarmement des CGDO, des Maccabées, des Chinja, des gens 2 mètres. Ils sont nombreux. Des jeunes, d'autres aujourd'hui qui sont dans l'armée, d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui sont rentrés dans la forêt. Si dans le Katanga, il y a encore accalmie, parce que nous avons parlé à la créature. Nous avons retourné la créature à la création. Et quand la création a accepté la créature, on a fait la paix. De 2016 à 2020, le créateur lui-même a compliqué les choses. Sa créature est rentrée encore en forêt. Nous pouvons terminer le problème de l'Est. Si le créateur veut comprendre ce que sa créature a besoin aujourd'hui. C'est bien, M. Thierry Moukieleke. On ne va pas se tirer dessus. Bien que vous êtes un peu dans la parabole ou les paraboles. On va... Non, mais moi, je pense, Dan, oui, il est dans la problématique du créateur et créature. Effectivement. Mais au moins, je pense de mon point de vue que le M23, c'est un machin rwandais. C'est pas une création congolaise. Non, je pense que c'est un machin rwandais. Ils l'ont créé pour atteindre les objectifs. Et ces objectifs sont consignés dans les différents documents que nous avons signés avec le même M23 qui, au départ, était d'abord l'AFDEL, il y aurait un accord. Deuxièmement, le RCD, il y a un accord. Troisièmement, pire cette fois-là, c'est le CNDP et l'accord du 23 mars. Et l'accord d'Addis Abeba, l'accord de Kampala et en fin de compte, l'accord de Nairobi signé le 12 décembre 2013. Quand vous prenez les résolutions de ces différents accords, vous allez vous rendre compte, effectivement, comme je le dis ici, effectivement, le M23, c'est manché rwandais. Ils avaient leurs idées. Comme je le dis ici, comme ils ont déjà trouvé un prétexte de comment maintenant avoir l'espace en RDC, ils sont dans la conquête des espaces. Les Rwandais. Comment maintenant créer de faux Congolais au Rwanda pour qu'ils retournent chez eux. Et là, c'est une corde, comme je le dis, mise au cou des Congolais. Il est difficile de nous échapper de ça. Et je ne vois pas une politique claire quant à ça. Le Rwanda, quand il reste, et puis il est resté à ça, comment nous allons faire voir au monde que ce que Kagame avance comme 100 000 ne sont pas des Congolais. Il n'y a pas moyen. Deuxième raison, ils ont dit qu'il faut créer une zone commerciable à l'est du pays, où les pays frontaliers pourront maintenant commercialiser afin de faciliter le développement. Et on a parlé d'une zone tampon. Et nous avons cédé. Troisièmement, comme pour nous infiltrer davantage, il faut maintenant accepter l'intégration militaire de M23, CNDP d'alors, et finalement M23, dans notre armée. Et en fin de compte, intégrer également les acteurs politiques de CNDP, M23, dans nos institutions. C'est dans la logique de la part du gouvernement d'avoir, la même mise totalement sur le plan politique administratif, sur le plan militaire, sur le plan de la population présence rwandaise, afin que le plan de la création d'une zone tampon commerciable soit exécuté totalement. Et donc, ça a été une conception rwandaise, mais malheureusement, en face, sincèrement, il n'y a pas une intelligence qui pouvait s'adapter à l'évolution du monde aujourd'hui. Thierry, excusez, j'arrive, Thierry le sait très bien, et sur la rivière Luapu, là, cette rivière nous sépare de la Zambie. Je ne sais pas qui vous appelez Zambien, qui vous appelez Congolais. Aucun poste de sécurité. Je traverse, je vais là-bas, je trouve mes oncles. L'autre traverse, il va ici, il trouve ses oncles, et puis les gens vivent comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire. Les gens vivent ensemble. Donc, ils peuvent vous envahir le matin, ils peuvent vous envahir. Il n'y a pas de sécurité, et puis c'est comme ça. Il faut intégrer cette donne dans l'évolution du monde aujourd'hui. Comment éviter que on continue à enregistrer ces morts parce que nous avons déjà failli par une bonne politique, une bonne stratégie. On n'a pas pu,
et finalement on est cuit par les textes que nous-mêmes nous avons signés, mais alors en contrepartie, comment nous devons faire pour sécuriser cette population? Voilà pourquoi. N'y a-t-il pas moyen? Voilà pourquoi. Là, lorsqu'on avance, les gens vont dire, vont rester dans l'incompréhension lorsqu'on ne pousse pas la réflexion très loin. Mais dans l'évolution du monde, aujourd'hui, avec le piège tendu, je crois, la facilité, c'est de collaborer dans l'espace. Il n'y a pas autre moyen de mon point de vue. Collaborer avec qui? Mais les Rwandais, vous n'allez pas les chasser de ce point de vue. Mais ils nous agressent déjà. Les problèmes que nous avons déjà avec eux, c'est qu'ils puissent accepter de quitter notre territoire. Notre intelligence doit travailler. C'est comme ça que je parlais de la ministre des Affaires étrangères. Doit être cette personne capable de comprendre les contours de la question. Mais M. Pascal... Et l'évolution du monde aujourd'hui. Oui, clairement, qu'est-ce qu'il faut? D'une part, il y a des intellectuels qui pensent que la voie militaire est la voie idéale pour mettre fin à cette insécurité. Non. Vous dites qu'il faut une intelligence pour savoir vivre avec les Rwandais qui sont en face de nous. D'autre part, il y a également des Rwandais qui ont une certaine, disons, un rapprochement identitaire entre Congolais et Rwandais dans cette région-là. L'efficacité, plus ou moins à pousser. L'efficacité de la force militaire sur terrain dépend, n'est-ce pas, de la capacité de convaincre, n'est-ce pas, à travers la diplomatie. Vous pouvez avoir de guerre, comme la Russie avec l'Ukraine aujourd'hui. Finalement, c'est un cadre d'échange qui va les trancher. Il n'y a pas autre moyen. Quand vous ne faites pas travailler votre intelligence, quand vous n'êtes pas fort diplomatiquement, même si sur le plan militaire, il sera difficile de matérialiser votre force sur le terrain. Comment, M. Pascal, la diplomatie peut servir à ce que cette situation soit finalement dénouée? Parce qu'on a 7 millions de déplacés internes, des enfants qui ne vont plus à l'école, des femmes qui sont violées, qui sont violentées, des hommes qui ne vont plus au travail. Donc, il y a vraiment, la situation humanitaire est vraiment très, très difficile. Et ces populations sont fatiguées de ces guéguerres, ces jeux de ping-pong entre, de part et d'autre. Ils ont besoin de la paix, un point et tout. Mais le chef de l'État a dit qu'il n'est pas prêt. Il est prêt pour la paix, mais pas à tout prix. Le chef de l'État ne peut que dire ça. C'est un garant de la nation. C'est vrai qu'on dit qu'il prépare la paix, prépare la guerre. Mais qui prépare la paix, prépare aussi l'intelligence. La capacité de naviguer dans les temps. La capacité d'anticiper les événements. La capacité d'aller 3-4 ans avant que l'autre n'aille. Nous sommes des suivistes. Ils ont déjà conçu ce plan depuis très longtemps, depuis les Abiyarimana, tout ça. Ils ont conçu ce plan. Et nous étions dans le présent en train d'être surpris chaque jour. Le jour où nous allons inverser maintenant la vapeur, faire travailler l'intelligence, maintenant anticiper les faits, comprendre que oui, nous devons nous armer militairement, c'est cela le rôle d'un pays aussi, sa défense, mais en même temps, savoir choisir les intelligences sur la défense diplomatique afin d'avoir les impacts sur le travail militaire sur le terrain. Tant qu'on n'aura pas compris cela, il sera difficile que les militaires sur le terrain réussissent leur combat. Merci bien, M. Thierry Mukeleke. Vous avez parlé aussi de la voie diplomatique, mais les Rwandais qui sont en train de bénéficier de cette insécurité parce que peut-être les matières premières qui sont exploitées là-bas par les groupes armés transitent par l'Ouganda, transitent par le Rwanda, ça fait vivre l'économie rwandaise d'une certaine manière et l'économie ougandaise. Pensez-vous qu'ils vont lâcher ce morceau-là facilement? Non, seulement l'économie rwandaise ou ougandaise, mais ça fait vivre le monde de la mafia internationale. C'est un terrain très fertile pour le blanchiment des capitaux et le blanchiment d'argent. Il n'y a pas de traçabilité des matières, il n'y a pas tout. Ça dit que les bailleurs extérieurs que le Congolais, sur qui les Congolais n'agissent pas, vous parlez de la diplomatie rwandaise agit avec ces patrons-là. Et ces patrons qui financent les campagnes des présidents occidentaux et dans le monde, ces patrons-là s'imposent. Se disent que non, il faut protéger le Rwanda. C'est parce que nous n'avons pas des gens capables de comprendre la géostratégie internationale. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est grave. On n'en a pas.
Mais tous ces professeurs que nous avons dans nos universités, nous avec, pouvons, avec autant de diplômes, nous on n'a pas pouvons, des... nous pouvons en puiser. Hein, nous pouvons en puiser. Nous pouvons en puiser. La mauvaise appréhension, c'est ce que tu dis. Ceux-là qui ont étudié, ils ont étudié pour la République. À l'époque du Zaïre, on a eu des thèmes, des BEM, c'est-à-dire des techniciens d'état-major et des brevetés d'état-major. Je l'ai dit, Mouzé en a utilisé. Joseph Kabila est arrivé après Mouzé. Il y a eu des thèmes et des BEM. Malheureusement, on évite de les utiliser parce qu'on dit que ils appartiennent à Kabila. Non, il n'y a aucun militaire qui appartient à un individu. Kabila a déjà fait son temps. Les militaires appartiennent à l'armée congolaise. C'est une intelligence qu'on doit exploiter. Au lieu d'enfermer autant de généraux en prison qui ont été au front pendant autant d'années, le président de la République, en tant que commandant suprême, doit approcher ces gens-là. Ces gens-là qui ont été quand même façonnés, on va le dire, par le président Kabila, Kabila qui ont été ne peut nommés, pas façonner, s'il vous plaît. qui ont retrouvé un certain niveau de vie sous Kabila. Vous ne pensez, pendant 18 ans, vous ne pensez pas qu'il y a un certain rapprochement, même pas, on dira, pour l'État, mais le fait que il y a un Restons pratiques. Tous ceux-là qui travaillent dans l'armée aujourd'hui, n'ont-ils pas la touche de Kabila? Qui n'a pas la touche de Kabila? Mais oui, ils ont la touche. C'est ça, c'est-à-dire que Kabila a eu la chance d'être un président qui a trouvé un pays sans armée et Kabila a recréé l'armée congolaise. Il y a des militaires qui sont devenus des patrons sous Kabila. Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, le patron, c'est Tshisekedi. Devant un fait accompli, S'il vous ils plaît. choisissent qui? Même Parce Mobutu, qu'aujourd'hui, on accuse Kabila d'être dans la rébellion. C'est faux. Mais C'est faux. c'est l'UDPS qui C'est accuse faux. Kabila d'être dans la Vous rébellion. savez, Pascal a fait allusion à un exercice que moi j'appelle le renseignement. Pascal a parlé d'anticipation, de réfléchir 4 ans avant. C'est ça le renseignement. Le renseignement n'arrête pas. Le renseignement est préventif. Le renseignement prévient que, attention, Dan est en train de tourner l'émission. Attention, Dan est dans les escaliers. Et Mukelekele est resté en haut, il descend avec Pascal. Quand vous êtes à l'extérieur, d'autres personnes vous prennent en charge. Jusqu'à vos domiciles. Non, Pascal, il est parti, mais il n'est pas rentré chez lui. Présentement, il est à Congo Buzz. Non, nous avons laissé Mukelekele, il est à pied, il vient de prendre une moto. Nous l'avons suivi, il vient de descendre. Apparemment, là où il est entré, c'est là chez lui. Mais quand Mukelekele termine une émission, vous l'arrêtez dans les escaliers. Vous avez fait quoi? Vous aurez quoi? Tout ce que Mukelekele va vous dire, il va vous dire parce que vous voulez l'entendre. Or, le renseignement, ce n'est pas ça. Le renseignement, c'est laisser Mukelekele, c'est laisser Pascal. C'est l'infiltrer. C'est connaître les goûts de Pascal. Il n'aime pas les femmes, mais il aime partager les histoires avec la population environnante dans son quartier. Il aime qui, quand il entre dans le quartier, tel, on l'approche. Mais pourquoi Pascal te donne, toi, les trucs? Non, parce que... Mais est-ce que Pascal aime le chef de l'État? Oui, il aime, mais il le critique. Non, est-ce qu'il peut nuire au chef de l'État? Non, non. Pascal veut que le chef de l'État fasse ça, ça, ça. Vous écrivez, vous notez. Vous allez sur une fiche, vous catégorisez Pascal. Ah, quand Pascal passe sur Congo Buzz, ça, il n'attaque pas le chef de l'État. Il veut faire comprendre au chef de l'État sa position par rapport à telle question. C'est ça votre travail. Vous n'envoyez pas une Jeep blanche prendre Pascal et aller le mettre au cachot, non. Maintenant, la sécurité, c'est quoi? Donc, le renseignement est préventif. La sécurité, elle est permanente. Vous voulez inquiéter Pascal? Vous envoyez un chauffard, il cogne son véhicule. Le chauffard s'enfuit, vous bloquez le véhicule de Pascal. Et vous commencez à l'inquiquiner. Pascal va se plaindre que ce n'est pas moi. Moi, je suis la victime. Mais vous avez une mission d'inquiquiner Pascal, de l'empêcher d'avoir un véhicule pendant un moment. Le renseignement vous a donné des informations que si nous laissons Pascal passer à la télévision encore cette semaine, ce qu'il dit, ça aura de l'impact dans la société.
vous utilisez la sécurité. Et Pascal n'est au courant de rien. Donc, vous n'avez pas besoin d'arrêter Pascal. C'est ce que nos voisins nous font. Regardez. Leurs services sont très développés. Mais Pascal l'a dit, ils sont très développés. Regardez. Je ne fais pas la publicité de Kagame. Dans un meeting populaire, je ne sais pas si vous avez eu cette vidéo. Elle est de l'année passée, mais elle devient encore virale. Dans un meeting populaire, une femme s'élève pour prendre la parole. Elle dit qu'elle est congolaise, et tout et tout. Son mari est rwandais. Elle commence à parler le Kinyarwanda. Kagame lui dit non, parle la langue dans laquelle tu pourrais être à l'aise. Elle a commencé à parler Swahili. Elle demande quoi au président Kagame? Moi, je suis congolaise. Il peut y avoir un problème, moi, je peux retourner chez nous. Mais mes enfants sont des Rwandais. Je suis allé à la commune, on leur a refusé la nationalité rwandaise. Kagame a appelé les bourgmestres. Attendez, donc, la femme. Oui, Kagame a appelé le bourgmestre dans le stade. Est-ce que c'est que cette dame dit c'est vrai? Oui, elle a déjà été chez moi, mais moi, je ne pouvais pas accorder à ses enfants la nationalité. Kagame, dans le meeting, instruit le bourgmestre d'aider la femme. Et si la femme veut être une Rwandaise, on lui accorde la nationalité. Vous connaissez maintenant la psychologie que Kagame a jouée sur les Congolais qui sont au Rwanda. Avez-vous déjà lu sur Facebook que Kagame a arrêté des Congolais au Rwanda parce qu'ils sont des infiltrés là-bas qui peuvent nuire? Quand il y a match de la RDC ou de Mazembe au Rwanda, voyez-vous combien de Congolais sont dans les stades rwandais? Ou le dernier match qu'on a battu, les Tanzaniens qui ont pleuré comme des gamins. Vous avez vu combien de Congolais sont en Tanzanie? Mais est-ce que nous, notre gouvernement, nos ambassadeurs connaissent la sécurité extérieure? Toute cette matière grise que nous voyons, tous ces gens-là qui injurient le pouvoir, c'est une matière qui appartient à la RDC. C'est une matière qu'on doit utiliser, les retourner pour la RDC, pour qu'ils fassent campagne, qu'ils donnent une bonne image de la République. Mais quand maintenant eux parlent à l'extérieur, le Rwanda risque d'avoir raison parce que les Congolais de l'extérieur ne sont pas d'accord avec leur propre gouvernement. Voyez-vous? Donc, il nous faut un mécanisme au niveau du ministère intérieur, des Affaires intérieures, pour renforcer le renseignement, qui soit préventif, et nous allons aller. Le ministre rwandais, je chute par là, des Affaires étrangères, je ne sais pas si ce sont des Photoshop. Il était à Goma. Oui, il était à Goma. Hier à Goma, avec la ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est quoi cette histoire? À la Grande Barrière. Alors, c'est quoi cette histoire? Les mécanismes de contrôle, on va contrôler quoi? Qui va contrôler? Le respect des engagements. Quels engagements? Qui a pris des engagements? On va contrôler les 4000 militaires rwandais au Congo? Ou on va contrôler les M23 qui sont congolais tantôt ou rwandais? Ou on va chercher les FDLR? Pascal vous a dit que ces FDLR n'existent pas. Moi, je connais des FDLR qui sont dans le Katanga, à Moba, et d'autres qui sont à Lubumbashi, qui se sont même mariés à Lubumbashi, qui vivent. Les FDLR? Des FDLR. Dans le Katanga? Dans le Katanga, à Lubumbashi. Nous avons des Tutsis à Lubumbashi, nous avons des Hutus, nous avons des Burundais, des Nini, qui se connaissent que l'autre est Tutsi, l'autre est Nini, à Lubumbashi, à Kipushi, à Likasi, à Kasumbalesa. Ces gens sont avec nous. Partout. Il vous a parlé de la carte d'identité. Merci bien. Je chute en disant ceci. Ils ont même donné naissance. Mais s'il vous plaît, quand vous allez à la Kamalondo, ce sont des Maliens, des Ouest-Africains. Et il y a des Rwandais. Quand ils ont un problème des communautés maliennes vivant au Katanga, ils vont dans leur communauté en tant que des Maliens. Mais quand nous allons aux urnes, où leurs enfants qui ont 18 ans et plus, ils vont voter Tshisekedi, Chadari, et tout et tout. Il vous a dit, je chute encore par là, la frontière de Luapula, là où il est allé. Mais il est allé loin. À Lubumbashi, quand vous êtes à Kipushi, tel que nous sommes là, dans ce bureau, vous êtes à Kipushi, lui est à Lubumbashi, et moi je suis à Kipushi.
Ce qui nous sépare, c'est le rail de chemin de fer ou c'est une petite rivière. Quand vous faites un pas, vous atteignez le micro de Pascal, non? Oui. C'est ça la frontière qui nous sépare avec la Zambie, avec l'Angola. Nous devons bien réfléchir pour mener ce combat de l'Est et changer la donne, voir ce qui est bon pour nous et faire avancer la sécurité et le renseignement. Merci bien, monsieur Thierry Mukelekele. C'est vrai, je vous ai laissé enchaîner, parce que j'allais vous donner la parole à monsieur Pascal, et puis revenir vers vous. Je préfère vous laisser enchaîner, comme ça je finis avec lui. Parce que... déjà, c'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion. Il faut demander encore 5 minutes. Alors, on va peut-être quitter le Congo, hein. Allons aux États-Unis. L'élection de Donald Trump à la présidentielle. Pensez-vous qu'il peut y avoir un changement au niveau des Grands Lacs dans la gestion de cette insécurité? Est-ce qu'il peut y avoir une incidence? Incidence. Bon, je vais revenir à l'incidence, mais au moins je dis à Thierry, effectivement, ça c'est la politique pensée par le Rwanda depuis longtemps. Beaucoup de politiques que vous voyez ici, quand vous vérifiez de très près, ils ont des femmes rwandaises. Beaucoup. L'objectif, d'avoir la couverture politique rwandaise, ou sinon rwandaise, et en même temps, produire des enfants qui auront le sang rwandais. Et ils ont fait dans l'OTAN. Pratiquement tous les politiques étaient comme ça, ou avaient des femmes rwandaises. Encore qu'elles sont jolies, elles viennent, et puis elles vous séduisent. Même aujourd'hui, lorsque ces femmes sont ici, et qu'elles se pointent devant Dan qui a une responsabilité d'État, comme nous, c'est tout ce que nous aimons plus. On ne résiste pas. On tombe dedans. Et conséquence, tout ce que tu conçois est facilement connu de l'autre côté. Ce n'est pas qu'on n'est pas informé. Les renseignements. On est informé, Ben oui. mais nous sommes comme ça, malheureusement. Et donc, l'histoire de cette dame, c'est dans cette politique de faciliter, laissez-les, parce que sont nos fils, qu'ils soient là, ils vont grandir, ils sauront défendre maintenant le combat. Et ils le font. Et aujourd'hui, ils sont légion, ils sont très nombreux. Dans nos institutions ici, vous échangez avec quelqu'un, vous parlez avec lui, vous pensez qu'il vous accepte, mais dans son cœur, il est contre vous parce qu'il est dans la logique de répondre maintenant à cette politisation, à cette politique pensée par le Rwanda. Voilà, ça sont des cas, c'est comme si je parlais de l'anticipation, et Thierry revenait là-dedans, de pouvoir naviguer dans les temps, comprendre maintenant ce que pensent les autres, ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Maintenant que nous sommes dans ce cas d'espèce avec les textes signés, qui nous renvoient dans notre constitution d'ailleurs, n'oublions pas. Et voilà la raison de plus. S'il faut, en tout cas, accepter qu'on change la constitution, si sur ce point, je suis d'accord. Parce que là, ils sont devenus Congolais du fait d'avoir été d'abord ici, bien avant l'indépendance. La double nationalité. Mais on finira par là. Même si on ne change pas la constitution, le président l'avait tenté on finira par là. Le président l'avait tenté au début lorsqu'il accédait au pouvoir. Il a évoqué la question de la double nationalité. Il ne voyait pas d'inconvénient. Moi aussi, je ne vois plus d'inconvénient. Le monde aujourd'hui a évolué. On m'a fait voir la fois passée. Donc, on Rwandais, à tous les Rwandais, la nationalité congolaise. C'est une Camerounaise, non, une Sénégalaise, une Camerounaise qui est nommée en Grande-Bretagne. C'est une noire pour la première fois même. Ouais. Est-ce que nous pouvons accepter même à l'Assemblée ici, nationale française. nous pouvons accepter en ici, Belgique, nous avons qu'un blanc soit élu, même si on a accepté à son temps Chaloupa, c'est une exception, mais malheureusement, il n'a même pas siégé. Est-ce qu'on peut accepter un blanc reconnu comme tel, être député chez nous ici? Oui, nous avons Nazem Nazembe, qui s'était naturalisé congolais, qui est député provincial. Sont des cas qui nécessitent l'adaptation. Donc nous devons évoluer à ce niveau-là. Nous devons savoir évoluer aussi, nous devons marcher. Mais quand même, il y a, aux États-Unis, il y a ceux qu'on appelle les conservateurs. Voilà. Mais le combat, c'est à son niveau. Ouais. Heureusement que ils ont prédominé. Finalement, ils ont fait passer le vrai conservateur Trump. Ouais. Le relativiste ou la relativiste Harris est restée parce qu'elle était dans la logique de l'adaptation du monde sur l'évolution. Ouais. Voyez-vous? Mais alors, on revient d'ailleurs dans... La paix est à ce prix-là, oui, de l'acceptation de l'autre, mais de l'acceptation du Rwandais. Exactement. Et Trump, il mène sa campagne sur quel thème?
le combat contre l'immigration. C'est ça. Et une fois que je serai président, accepter que les premiers mois, que je sois vrai dictateur. Et après, je redeviendrai un président normal, sans dictature. C'est comme ça que Trump a dit. Et on a acclamé. Et donc, maintenant qu'il est élu, attendez à cela. Le premier combat, c'est chasser les irréguliers. Le Et sinon, Mexique va payer le fermer prix. également la frontière pour que les immigrations ne soient plus possibles. Ça, c'est donc ça. Et cette politique acceptée, si nous voulons rester dans la logique des conservateurs, mais en même temps, il faut être conséquent, s'organiser normalement, avoir des moyens compétents, de pouvoir se défendre alors normalement, parce que l'évolution du monde va peser sur nous. Un petit mot sur M. Freddy Mulumba, que je reçois souvent ici. Oui. Le chemin idéal, c'est faire la guerre. Nous devons faire la guerre. Nous devons libérer notre pays qui est envahi. Est-ce qu'on ne fait pas la guerre? On est dans la guerre. On fait la guerre. La guerre doit être populaire, comme le disait Non, Mosé. la guerre populaire, ça veut dire quoi? Doit être longue et populaire. Les citoyens doivent prendre les bâtons, tout ça. Non, on fait la guerre. C'est la seule voie idéale, selon lui. Est-ce que vous pensez que qu'on c'est déclare, nous faisons la guerre, qu'on ne déclare pas, tous nous savons que nous faisons la guerre. C'est comme ça qu'on forme les militaires par-ci, par-là, on les envoie au front, ils font la guerre. Vous pensez que une autorité congolaise, un président public, est content de voir le pays être occupé et ne pas envoyer les militaires aller défendre le front? Ils le font, mais on est limité quelque part. Voyez-vous, on est limité et voilà pourquoi il faut savoir adapter notre réflexion. Je vous parlais ici de la diplomatie en même temps qui doit être agressive et cela peut produire d'impact dans la matérialisation sur terrain, dans l'exercice militaire. Le contraire, alors, parce que l'évolution va peser sur nos épaules, si nous voulons être conservateurs, soyons conséquents en même temps. C'est comme ça que je dis. Et donc, maintenant avec la question de Trump, sur nous, je vous ai dit au début, la politique américaine ne change pas. Nous avons dansé à son temps lorsqu'Obama est élu président. Les Africains ont cru que, bon voilà, mais nous avons perdu beaucoup de présidents à son temps. Voilà. Kadhafi est mort, Obama était président. Et c'est dans le plan de la domination du monde, les Occidentaux n'ont pas voulu voir émerger un Africain concurrent. Il fallait maintenant l'éliminer. Obama ne s'est pas opposé, il n'a pas dit je suis africain, je ne peux pas. Non, on l'a éliminé. Et qu'est-ce qui a changé à son temps véritablement pour le Congo aussi? Je ne vois pas du tout. Et donc, je ne crois pas, mais simplement, comme je vous ai dit, le Rwanda a beaucoup de lobbying aux États-Unis. Beaucoup. Nous, exactement, nous n'avons pas de lobbying aux États-Unis. Dans le monde anglo-saxon. Ces lobbying étaient vraiment en relation très parfaite avec les démocrates. Et c'est comme ça que vous avez suivi Biden. Avant son départ, il proposait même une descente exceptionnellement à Luanda. Et pourtant, il savait que nous sommes en train de discuter avec le Rwanda à Luanda. Il avait pensé à cela. Et parce qu'ils avaient vraiment des entrées facilement chez les démocrates, maintenant que les démocrates sont restés, on peut peut-être dire, bon, peut-être que ces lobbying-là ne seront pas facilement acceptés par les républicains parce qu'ils ont été visiblement avec les démocrates. Si de ce point de vue, ça peut équilibrer. Aussi, comme Trump dit, craindre à ce jour l'évolution du monde et que les États-Unis risquent maintenant de perdre sa puissance parce que la politique qui a été menée n'a pas été conséquente et n'a pas été conséquente, alors il faudrait autonomiser les pays à se prendre en charge pour que lui reste toujours puissant. Ça, c'est la politique de Trump. Et donc, s'il va garder cette position, ça veut dire que les États maintenant n'auront pas d'aide supplémentaire conséquente. Comme nous voyons aujourd'hui, le Rwanda risquerait maintenant de manquer les appuis qu'il a matin, midi, soir. Et si c'est par ses capacités personnelles ou internes de pouvoir défendre maintenant ce qu'il fait, je crois cette fois-là, étant grand, comme vous le dites, par la voie militaire, on peut s'imposer et gagner la guerre. Merci, monsieur Pascal. Je n'ai pas parlé sur Trump, juste 30 secondes. Oui, 30 secondes. La politique de Trump sur l'Afrique n'est pas vraiment à considérer. Parce que Trump, il est bon, mais c'est un peu un genre très conservateur et un peu raciste. Les guerres en Afrique, ce n'est pas son lot. Et Pascal a raison à un moment donné. Vous verrez que les militaires américains ne reviendront pas en Afrique. Ils sont déjà partis. Il va plus s'orienter vers Poutine
pour essayer d'équilibrer, de faire un équilibrisme avec Poutine, parce que Poutine est déjà en Afrique au-delà de 70%. Donc, il va chercher à recréer l'équilibre avec Poutine pour que les deux grandes puissances revoient un peu leurs enjeux. Alors que l'Inde est arrivée, la Corée du Nord est arrivée, la Chine est arrivée. Donc, Trump va d'abord jouer pour que ces grands qui commencent à émerger et à chercher à dépasser Trump, et plutôt les États-Unis, qu'ils voient comment est-ce qu'ils peuvent se partager l'Afrique. Alors, pour Kagame, je peux donner raison à Pascal parce que Kagame est démocrate. Mais la politique américaine sur la République démocratique du Congo, depuis des lustres, ça n'a pas changé. Daga Marshall est mort ici. Les autres, même le dernier, Anthony Guterres, sur la République démocratique du Congo, ça n'a pas changé. Nous, en tant que Congolais, nous avons aidé le pouvoir de Kinshasa à mettre fin à la guerre dans le Katanga, et il n'y a plus de MONUSCO dans le Katanga. C'est parce que nous avons traité la question en interne. L'histoire, je termine par là, de la légende de Golem. Le créateur doit revoir sa créature et rappeler à la créature, à la création, ce que nous nous sommes dites. Merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. Merci beaucoup, M. Pascal Ondé. Merci, Dan. Deux éminences grises pour la qualité de ce débat. Je dois pas ce débat, hein, cet échange, je dois le souligner. Vous avez été servis et c'était la bonne sauce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous vendredi avec un autre casting. À très vite.